Scandale au salon de 1827. Eugène Delacroix, un jeune homme de 29 ans, présente au salon la mort de Sardanapale. La presse réagit violemment. Le critique d'art, fameux, Delécluze, traite le tableau d'erreur de la peinture. On dit aussi que Delacroix a atteint l'apothéose de la cruauté. La cruauté est indéniable, du sadisme presque. Drapé de blanc et juché sur un lit somptueux à tête d'éléphant doré, incrusté de joyaux et couvert d'étoffes écarlates, le roi Sardanapale assiste au-dessus d'un bûcher en flammes à l'application macabre de sa sentence. Eugène Delacroix avait senti qu'il était nécessaire d'introduire une explication de son sujet dans le livret du salon, et il le fit en ces termes. Les révoltés l'assiégèrent dans son palais. Couché sur un lit superbe, au sommet d'un immense bûcher, Sardanapale donne l'ordre à ses esclaves d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. La composition, violente comme l'événement, est proche des tableaux des peintres anglais Turner, William Etty ou John Martin, par le sujet du décor architectural, la facture et la tension dramatique, l'effet de lumière théâtrale et les gestes d'effroi. Elle étonne aussi par l'audace du plan tronqué, vu en contre-plongée, l'effet de lumière et de notes claires et fraîches qui exaucent le cœur de l'action. Le faisceau des flammes du bûcher la traverse en diagonale, du bas à droite vers le haut à gauche. La composition est vertigineuse. Sardanapale est le sommet d'un triangle de lumière. S'appuyant sur ce tracé, le regard glisse le long du lit et descend sur la femme cambrée. La diagonale est confrontée à un tourbillon qui l'emporte. Il n'y a pas de centre dans ce tableau. La perspective est fausse. Le lieu mal défini, imprécis, semble se prolonger dans l'espace du spectateur. Vibrante, la couleur rouge suit la diagonale, inonde le tableau et semble couler du lit comme une nappe sanglante. Les rouges, les orangés, les jaunes somptueux, les chairs flamboyantes, la lumière, les contrastes génèrent un sentiment de barbarie. Le manque d'unité d'action transforme la scène en un immense chaos. Ce tableau est le règne de la violence et de la confusion. Le sol est invisible, recouvert de coussins, de tissus et d'objets éparpillés, renversés. Cet amoncellement désordonné prive le spectateur de ses repères. On ne définit plus ni le haut, ni le bas, ni l'intérieur, ni l'extérieur. Les corps sont emportés dans des postures contournées, dramatiques. Au premier plan, à gauche, un esclave noir tirant un cheval par la bride lui enfonce un poignard dans le cœur. À côté du lit, les chansons du roi portent un plateau avec une dernière coupe. Un peu plus bas, une femme se couvre le visage avec un voile pour ne pas voir toute cette horreur et pour ne pas voir non plus ce qui va bientôt lui arriver. À droite, une troisième courtisane, Aïché, s'est pendue à une tenture parce qu'elle ne voulait pas qu'un esclave se chargeât de la tuer. Au pied du souverain, une femme à plat ventre sur le lit, chevelure déployée
est probablement morte. C'est Mira, la favorite. Le sultan ne lui jette pas un regard. Face au tyran, en bas du lit, une femme offre son corps convulsé au poignard comme au regard du roi. Le pied quittant sa pantoufle est une nouvelle marque de cet érotisme exacerbé qui règne dans le tableau. En rapprochant cette figure d'autres figures dans d'autres tableaux de Delacroix, comme la femme tirée par un cheval dans les massacres de Kio, ou la femme à l'étincelante robe jaune dans Femme enlevée par des pirates d'Afrique noire, on se dit que la femme est bien souvent malmenée dans la peinture de Delacroix. Chercherait-il à régler quelque compte, ou la tension qui naît de la rencontre de la violence et de ces beaux corps nus ou à demi nus est un fort ressort dramatique pour le peintre. Voici le tableau La femme enlevée par des pirates dans son intégralité. Même Médée est déchirée par un combat intérieur qui la tue. Delacroix n'en est pas à son premier scandale. Il est important pour l'artiste de bousculer son public afin d'être sûr de retenir l'attention. Les deux premiers scandales font parler d'eux, mais reçoivent tout de même un accueil encourageant puisque les deux tableaux sont achetés par l'État et rejoignent les tableaux contemporains les mieux considérés au Musée des artistes vivants, l'actuel musée du Luxembourg. La barque de Dante est moderne en cela qu'elle s'éloigne des sujets grecs et latins. Le tableau s'inspire d'une littérature étrangère qui excite l'esprit par des sujets nouveaux. Les lire, c'est animer son imagination par des hardiesses nouvelles, au risque de déplaire. En effet, Delécluze, encore lui, y vit une vraie tartouillade. Mais Delacroix a été porté par l'écriture visionnaire du poète italien Dante. Il en profite pour mettre en scène un tableau d'une force et d'un romantisme évident. Ici, Dante et Virgile franchissent le lac qui entoure la cité infernale de Dithée et dans laquelle se tordent les damnés. Les damnés tentent de s'échapper de l'enfer en s'accrochant à la barque. Après ce premier scandale de la barque de Dante, Delacroix choisit un sujet politique pour le salon de 1824. En effet, la guerre d'indépendance de la Grèce passionnait une génération privée d'idéal à la chute de l'Empire napoléonien. Passion d'autant plus vibrante qu'un héros, Lord Byron, venait d'y perdre la vie dans la chute de Missolonghi. Il faut se battre pour la civilisation contre la barbarie. Delacroix participait à ce combat. Pour lui, il fallait montrer, dénoncer, obtenir que cessent les horreurs de cette guerre. Pour cela, il faut provoquer l'émotion devant la souffrance et la terreur. L'œuvre fut immédiatement considérée comme un manifeste de la nouvelle peinture romantique et fut acquise par l'État qui manifestait ainsi son désir de neutralité dans la querelle entre le dessin et la couleur, entre Ingres et Delacroix. Ingres, lui, avait exposé à ce salon le vœu de Louis XIII face au massacre de Kio. Delacroix s'était laissé inspirer par la pièce de théâtre de Lord Byron, Sardanapalus, publiée en 1821. Mais il était aussi remonté à une source antique, celle-là, celle des écrits de Diodore de Sicile. Dans la pièce de Byron, Sardanapalus se tue en compagnie de sa seule maîtresse Mira. Or, Delacroix était à la recherche de démesure, d'un sujet qui puisse une fois de plus le distinguer des autres participants du salon. Mais arrêtons-nous un instant sur la personnalité de cet extraordinaire personnage, Lord Byron. Delacroix
comme toute sa génération, était très admiratif de ce poète britannique. Lord Byron est un personnage éminemment romantique. Boiteux à cause d'un pied beau, il n'en fut pas moins un immense séducteur. Sa réputation sulfureuse n'est pas la moindre des publicités qui le hissent à la stature d'homme exceptionnel. Pour ne citer qu'un trait de son extravagante carrière, racontons ici comment, inspiré par la légende de Héros et Léandre, il commit un nouvel acte fou. Alors qu'il avait embarqué pour Smyrne depuis l'Attique, il se rappela cette légende et se jeta à l'eau, comme Léandre, et traversa l'Hellespont. Mais rappelons cette légende qui inspira tant d'artistes romantiques. L'Hellespont, ou détroit des Dardanelles, sépare l'Europe de l'Asie à l'endroit de la Turquie. Lord Byron plongea de Sestus pour rejoindre Abydos. Léandre était un jeune homme grec d'Abydos. Il traversait chaque nuit l'Hellespont à la nage pour rejoindre Héro, une prêtresse d'Aphrodite qui demeurait sur la rive opposée. À l'aube, Léandre retournait à Abydos. Vint alors l'hiver, où les vagues et les vents contraires empêchaient Léandre de venir rejoindre sa bien-aimée. Après plusieurs nuits de longue attente, Héro lui fit parvenir ce message: « Je mourrai si tu tardes encore à venir. » Léandre lui répondit: « Si pour quelques nuits encore grosse est la mer, je tenterai de traverser les eaux agitées, ou bien, chanceux et sauf, je serai récompensé de mon audace, ou bien la mort mettra fin à mon inquiet amour. » Pierre-Claude François Delorme nous propose ici, dans une facture tout à fait néoclassique, une vision des amants alors que Léandre vient de sortir de l'eau et que Héro imprègne la chevelure encore mouillée d'un parfum suave pour mieux les préparer tous les deux aux ébats amoureux suggérés par l'alcôve dans le fond. Pierre-Claude François Delorme, élève préféré de Girodet, diffuse dans un cadre classique un charme et une douceur assez poignantes. Ici, le grand William Turner nous montre les héros sur la berge en train de se séparer. La mer est calme, mais un nuage noir proche de la lune est un mauvais présage. La facture du peintre anglais qui introduit ici la notion du sublime avec ce décor grandiose touche à l'abstrait. Dans les Géorgiques, Virgile rapporte ainsi l'histoire de Léandre et Héro. Que n'ose un jeune amant qu'un feu brûlant dévore? L'insensé, pour jouir de l'objet qu'il adore, la nuit, au bruit des vents, aux lueurs de l'éclair, seul traverse à la nage une orageuse mer. Il n'entend ni les cieux qui grondent sur sa tête, ni le bruit des rochers battus par la tempête, ni ses tristes parents de douleur éperdue, ni son amante, hélas, qui meurt s'il ne vit plus. Léandre a bravé la tempête pour rejoindre son amante. Hélas, la lumière de la lampe s'est éteinte et Léandre se noie. Le voici ici dans ce tableau de Rubens, retrouvé par les Néréides. Rubens, bien sûr, n'est pas un peintre romantique, mais à propos des délires charnels de Delacroix, on cite souvent Rubens, peintre qu'il admirait énormément et dont il allait voir les œuvres au Louvre. On pourrait même dire de Delacroix qu'il est un peintre néo-baroque. Enfin, Héro, retrouvant sur la berge son amant, mort, se jette de la tour pour le rejoindre dans l'éternité.
Voilà une œuvre de William Etty dont on a trouvé qu'elle ressemblait à l'œuvre de Lacroix. On retrouve ici les épaules de la belle Mira allongées sur le lit de Sardanapale. Ainsi, Lord Byron, impressionné par cette légende, fit comme Léandre et traversa l'Hellespont. Mais il en ressortit vivant et après cet exploit, écrivit La fiancée d'Abydos, que nous voyons ici illustrée magnifiquement par Delacroix. En 1823, invité à venir encourager les combattants sous yacht, Lord Byron s'en va à Missalonghi avec son page Lucas dont il est amoureux, son chien et son médecin. Après avoir échappé de justesse à une frégate turque et à un naufrage, il débarque, vêtu de son uniforme rouge à Missolonghi, où il est attendu comme le Messie. Cependant, prématurément vieilli et fatigué par une vie trop exigeante, il semble attendre la mort. Il meurt, d'ailleurs, le 19 avril 1824 d'une fièvre des marées, au moment où éclate un très violent orage qui sera interprété par les Grecs comme le signe que le grand homme est parti. Tennyson, le poète anglais qui a alors 15 ans, s'enfuit dans les bois, en Angleterre, est grave. Byron est mort. À Paris, Lamartine et Hugo en font un deuil personnel. Ce sont des ruines de Missolonghi que Eugène Delacroix fera surgir l'allégorie de la Grèce, comme plus tard il fera surgir des barricades l'allégorie de la France. Un autre thème byronien qui enflammera les esprits romantiques sera le personnage de Mazeppa, jeune homme qui, ayant séduit la femme de son hôte, se retrouve, pour punition, ligoté dos à dos sur un cheval fougueux qui se précipite dans la forêt infinie. Influencé lui-même par l'œuvre de Byron, Victor Hugo écrivit dans Les Orientales, à propos du coursier galopant furieusement emportant le héros ligoté, ces lignes. Ils vont, l'espace est grand, dans le désert immense, dans l'horizon sans fin qui toujours recommence, ils se plongent tous deux. Leur course comme un vol les emporte, et grands chênes, villes et tours, monts noirs, liés en longues chaînes, tout chancelle autour d'eux. Victor Hugo poursuit. Voilà l'infortuné, gisant nu, misérable, tout tacheté de sang, plus rouge que l'érable, dans la saison des fleurs. Car le destin tragique de Mazeppa, qui paraît le vouer à une mort certaine, se transforme pourtant, et contre toute attente, en grandeur. Ce n'est pas la mort qui attend Mazeppa, mais la gloire. L'homme n'est pas maître de son destin, il lui est impossible de déchiffrer son avenir. Les auteurs, les peintres, les musiciens romantiques se sont passionnés pour l'histoire de Mazeppa. Il incarne le héros proscrit, le rebelle, mais qui parvient à s'élever au sommet comme Ruy Blas. D'autre part, alors qu'il est marqué par le fatum et doit mourir, il parvient à y échapper. C'est un homme hors du commun, parce qu'il est l'égal ou le protégé des dieux. Ce contraste vertigineux frappe l'imagination. Liszt nous donne une version musicale de cet exploit romantique.
Si Delacroix mérite le titre de chef de file du romantisme, Ingres, lui, est un chantre de la ligne et du dessin. Entre les deux hommes, une inimitié profonde. Pourtant, Ingres n'a pas toujours été un modèle de raideur classique. Il eut maille à partir avec l'Institut, quand il se permettait de prolonger la colonne vertébrale de son odalisque ou d'enfler démesurément le cou de ses personnages et autres déformations physiques. Un docteur publiera sous le titre « La glande thyroïde dans l'œuvre de M. Ingres » les lignes suivantes. Les femmes d'Ingres présentent toute la symptomatologie objective de l'insuffisance thyroïdienne. Cou très développé, thyroïde aux deux lobes saillants et hypertrophié, douceur passive et un peu alanguie d'un visage aux joues pleines. Pourtant les femmes d'Ingres nous séduisent par une beauté bien à elles. Et d'ailleurs Baudelaire ne s'y trompe pas. Il préférera toujours Delacroix, mais écrira: une des choses qui distinguent surtout le talent de M. Ingres est l'amour de la femme. Son libertinage est sérieux et plein de conviction. M. Ingres n'est jamais si heureux et si puissant que lorsque son génie se trouve aux appâts d'une jeune beauté. Les muscles, les plis de la chair, les ombres des fossettes, les ondulations montueuses de la peau, rien n'y manque. Mais Ingres est devenu un monsieur qui perpétue la tradition académique avec une grande ferveur. Au salon de 1827, les deux camps s'opposent donc radicalement, en proposant deux œuvres désormais légendaires. Largement inspirée de l'école d'Athènes de Raphaël, l'apothéose d'Homère dépeint le poète grec devant un temple classique, majestueusement assis sur un trône et couronné par l'univers, avec l'Iliade et l'Odyssée à ses pieds. Véritable profession de foi classique, l'œuvre symétrique au dessin léché contraste magistralement avec la mort de Sardanapale qui semble avoir abandonné toute convention formelle. Bertal envenima la situation en proposant cette caricature des deux chefs de différents partis. Delacroix se bat avec son pinceau contre Ingres et sa plume. Ingres, de nature belliqueuse, déteste cordialement Delacroix et l'empêchera d'ailleurs à plusieurs reprises d'être élu à l'Institut de France. D'après une anecdote rapportée dans le New York Times en 1883, les deux artistes se seraient un jour retrouvés à la même table lors d'un dîner chez un grand banquier. Fulminant d'être en présence de son rival, Ingres se serait dressé devant lui à la fin du dîner, son café à la main, et lui aurait lancé « Le dessin, monsieur, c'est l'honnêteté, le dessin, c'est l'honneur ». Dans son agitation, il aurait renversé son café sur sa chemise et serait parti en claquant la porte, laissant un Delacroix interdit qui aurait affirmé de façon magnanime « Le talent peut être exclusif, l'étroitesse est souvent la condition de son existence. » Avec cette scène pleine de dédain et d'éclat, on aurait pu se croire au théâtre. La première période du romantisme dont fait partie Delacroix se développe en parallèle du néoclassicisme représenté par Ingres, ou plutôt en opposition à ce courant. En effet, là où le néoclassicisme prône une beauté idéale, le rationalisme, la vertu, la ligne, le culte de l'Antiquité classique et de la Méditerranée, le romantisme s'oppose et promeut le cœur et la passion, l'irrationnel et l'imaginaire, le désordre et l'exaltation, la couleur et la touche, le culte du Moyen-Âge et des mythologies de l'Europe du Nord. Ici, on peut voir le romantisme se battre contre le néoclassicisme. Le romantisme est habillé en costume moyenâgeux, il a derrière lui une tour de cathédrale qui représente le renouveau du gothique.
De l'autre côté, un nu, comme c'était extrêmement apprécié de dessiner à l'académie. Une colonne derrière lui représente l'Antiquité classique. Et donc, voilà ce combat acharné. La querelle du coloris ne date pas de l'hostilité entre ces deux grands monstres de la peinture. Elle a ses origines en Italie, où Michel-Ange opposait la rigueur de sa ligne à l'énergie colorée du Titien. Plus tard, en France, les poussinistes choisirent le camp de Poussin pour l'excellence de son trait et affrontèrent les rubénistes qui se réclamaient du pinceau libéré de Rubens. Delacroix se tient bien sûr du côté de Rubens. On peut voir ici une peinture de Guido Reni de 1620, cherchant à représenter, dans un espoir de conciliation, l'interdépendance du dessin et de la peinture. Pouvait-on vraiment concilier les deux parties? C'est ce que pense le vicomte de Laborde qui écrivit ceci. À côté de M. Ingres et de M. Delacroix, qui n'avaient et ne pouvaient avoir, en raison de leur absolutisme, qu'une action circonscrite sur le goût du public, il y avait place pour un artiste dont le rôle consisterait à concilier, au moins en apparence, les doctrines ennemies et à se faire l'interprète des aspirations de tous. M. Delaroche prit ce rôle difficile et il le remplit avec un plein succès. Cet éloge explique à la fois la célébrité du peintre, mais aussi la défaveur où il est resté depuis. Un artiste du juste milieu et un artiste installé, puisqu'en épousant la fille d'Horace Vernet, peintre très renommé en son temps, dont nous avons vu plus haut deux interprétations de Mazeppa, puisqu'en épousant la fille d'Horace Vernet, il bénéficiait du pouvoir de la dynastie Vernet, c'est-à-dire d'une série de plusieurs générations de peintres illustres. En fait, Delaroche a défini autant qu'exprimé ce goût moyen, si honni, mais si populaire, et l'artiste est certainement l'un des plus doués du siècle. Si par le choix de ses sujets, Delaroche s'inscrit dans le romantisme militant, il faut admettre qu'il y a apporté une poétique personnelle, une méditation sans cesse renouvelée sur les malheurs des grands et la fragilité des carrières, mais aussi un attendrissement sur la dignité dans les épreuves. Les enfants d'Édouard blottis l'un contre l'autre en entendant les pas de l'exécuteur. Cromwell, ouvrant le cercueil et contemplant le cadavre décapité de Charles Ier. La jeune Lady Jane Grey, se préparant à recevoir le coup de hache du bourreau. Autant de scènes dramatiques et pathétiques dont le pouvoir d'émotion fut intense. Il nous montra Napoléon abattu à Fontainebleau et rétablit la vérité sur l'empereur traversant à dos de mulet le col Saint-Bernard, alors que David nous l'avait montré caracolant sur un beau coursier fougueux. À la fin de sa vie, Delaroche peignit cette jeune martyre chrétienne. La scène se passe au crépuscule et la pénombre saisit tout l'arrière-plan. Une lumière blanche vient éclairer le haut du corps de la jeune femme et installe ainsi un contraste puissant qui vient renforcer la dramaturgie de la scène. Sa source provient très certainement de l'auréole qui plane au-dessus du visage de la martyre. Delacroix, qui disait « Si on entend par romantisme la libre manifestation de mes impressions personnelles, mon éloignement pour les types calqués dans les écoles et ma répugnance pour les recettes académiques, alors je dois avouer que non seulement je suis romantique, mais que je l'étais déjà à 15 ans. » Delacroix n'aima jamais la peinture de ce peintre du juste milieu. Erreur de la peinture, tartouillade, les règles de l'art ont été violées, œuvre bizarre,
les critiques se déchaînent sur l'œuvre de Delacroix. Cependant, il y en a un qui s'éprend immédiatement et irrémédiablement de sa peinture. Il est critique d'art, et pas des moindres. Il s'agit de Charles Baudelaire, 20 ans plus jeune que le peintre. Lorsqu'il finit par voir Sardanapale, qui n'ayant pas trouvé d'acheteur est resté longtemps caché, Baudelaire s'extasie. Il a une telle admiration pour Delacroix qu'il finit par convaincre le grand homme de son soutien indéfectible. C'est à 17 ans, en sortie de classe à Versailles, alors qu'il parcourait la galerie des batailles, emplie d'une peinture d'histoire qu'il avait fait bâiller, qu'il était tombé en arrêt devant la bataille Taillebourg. Il se présente alors chez Delacroix, en lui promettant qu'il ne restera pas longtemps. Delacroix le gratifie d'une conversation de plusieurs heures, et quand il s'en va, Delacroix consigne dans son journal qu'il déplore ce temps perdu. Mais le jeune homme, le jeune Baudelaire, est transfiguré. Un jour, que Baudelaire l'a encore défendu contre la critique acerbe, Delacroix lui envoie cette lettre touchante, devenue célèbre. Comment vous remercier dignement pour cette nouvelle preuve de votre amitié? Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts. Vous me faites rougir tout en me plaisant beaucoup. Il faut dire que l'article de Baudelaire avait exalté cette qualité que Delacroix disait première pour un artiste. L'imagination lui appartient, comme l'enfer, comme la guerre, comme l'Olympe, comme la volupté. Voilà bien le type du prince poète. Dans son célèbre poème « Les Phares », dans lequel il dédie une strophe à chacun des peintres coloristes qu'il aime tant, voici ce que Baudelaire écrit pour Delacroix. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombrage par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Écoutons donc un peu de ce Weber associé à une peinture de Monsieur Delacroix. Delacroix ne partira pas en Orient avant 1832. C'est-à-dire que pour Sardanapale, il lui a fallu inventer un Orient, le fantasmer. Il s'est aidé pourtant de certains souvenirs qu'avait rapporté ce peintre qui, lui, se disait un dilettante, Jules Robert Auguste, mais qui était un très grand voyageur et chez lequel on pouvait trouver toutes sortes d'objets appartenant à l'Orient. Delacroix se fournit donc chez son ami Monsieur Auguste. Ses voyages en Grèce, en Égypte, au Maroc en ont fait un des premiers peintres orientalistes. Il a ramené de nombreux objets et des études de ses voyages. Ce personnage secret qui se flattait d'être en peinture un amateur et dans la vie un parfait dandy meurt en 1850.
La quête de l'idéal et de l'immensité chez les romantiques est à la fois le rêve de s'unir à la nature sublime, mais aussi un cauchemar, tant il est vrai que le moi du romantisme aspire désespérément à un possible infini, impossible à atteindre. Ici, un tableau de Harry Scheffer, d'après un poème de Gottfried August Berger. Nous sommes à la fin de la guerre de 7 ans, en 1763. Lénore attend en vain le retour de Wilhelm, son fiancé. Alors qu'elle dépérit de chagrin, voici qu'au creux de la nuit il apparaît enfin, vêtu d'une cuirasse. Il la fait monter sur son cheval et lui promet de l'épouser avant l'aube. Arrivée au cimetière, Lénore voit les morts sortir de leur tombe. La cuirasse de son bien-aimé n'abritait que son squelette. Cette chevauchée fantastique des deux amants, entre le monde des vivants et celui des morts, est peinte par Harry Scheffer dans une veine puissamment romantique. Le morbide, le rêve, le fantastique et l'allusion au passé s'y retrouvent, pour mieux conjurer la sensibilité exacerbée du peintre. Quasiment monochrome, exécutée dans un camailleux de teinte brune, la scène flotte dans un doux clair-obscur qui ne laisse filtrer qu'un faible rayon de lune. La touche est libre et rapide, le couple en selle sur le cheval lancé à plein galop se fond dans un décor lui aussi fantomatique. Le nom de Scheffer n'a pas connu la même destinée que Delacroix, son exact contemporain, mais on ne peut lui enlever son rôle de porte-parole de toute une génération, celle qui entendait renverser les codes. Chez Caspar Friedrich, même si l'homme est tenu en respect par la nature, celui-ci vient à sa rencontre pour mesurer la grandeur de sa foi et de son mysticisme. Le premier plan sombre, celui de l'humain et de la terre, s'oppose à une mer de nuages vaporeuses et diaphanes. De cette confrontation naît l'impression de sublime. Le télescopage de ces deux plans proches et lointains nous donne une sensation de vertige, et de cette confrontation naît la fameuse impression de sublime. Caspar Friedrich disait « Le peintre ne devrait pas seulement peindre ce qu'il voit devant lui, mais aussi ce qu'il voit en lui. S'il ne voit rien en lui, qu'il renonce à peindre ce qu'il voit devant lui. » Sur cette toile de très grand format, 5 membres d'une même famille luttent désespérément contre les éléments. Leurs chances de survie ne dépendent que de l'homme qui monte sur les rochers et s'accroche à un arbre mort sur le point de céder. Son visage n'est plus qu'un masque grimaçant de douleur, les muscles saillants sous l'effort. Il tente de hisser jusqu'à lui sa femme, à laquelle s'agrippent leurs enfants terrifiés. Son action est entravée par le poids du vieillard qui, juché sur son dos, tient dans sa main ses économies. La tension est extrême, accentuée par le ciel zébré d'un éclair et par la présence d'un cadavre flottant dans les eaux noires. Girodet, élève à l'école de David, traite son sujet avec un attachement décisif à l'importance de la ligne, mais s'éloigne de la tradition néoclassique par ce sujet où le fantastique et l'épouvante le partagent à la crainte et l'impuissance devant les déchaînements des éléments. En représentant la détresse humaine, soumise aux injonctions d'une nature impérieuse, le peintre traite l'un des thèmes majeurs de la génération romantique, le sublime. Il y aurait tant à dire sur cette génération romantique dont Delacroix a été le chef de file en France. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler de sa touche qui fit de lui le père de l'art moderne. En effet, Delacroix avait remarqué qu'en juxtaposant 2 touches de couleur, on pouvait, en s'éloignant du tableau, en voir surgir une 3e. Les impressionnistes et les néo-impressionnistes développeront ce procédé, mais resteront éternellement reconnaissants à Delacroix qui leur aura montré la voie.